Un juge raciste crie sur un général noir de l'armée devant le tribunal, ignorant qu'il fait désormais partie de la CIA. Le major général Jeremiah Cross avait vécu selon un code, discipline, devoir, dignité. Même à la retraite, ces valeurs étaient ancrées dans son quotidien. À 48 ans, sa vie avait pris un rythme paisible que beaucoup enviaient, mais que peu comprenaient. La plupart des gens pensaient qu'une fois l'uniforme retiré, les combats cessaient. Mais Jeremiah savait qu'il n'en était rien. Certaines batailles suivaient un homme jusqu'à son domicile. Il vivait dans une banlieue tranquille, juste à l'extérieur d'Arlington, en Virginie, dans une modeste maison en briques entourée de bouleaux, aux troncs blancs et de haies qu'il taillait lui-même tous les samedis. Ses matinées commençaient avant l'aube. À 5 heures précises, le ciel encore sombre, il lassait ses baskets et s'engageait sur les trottoirs. L'air froid du matin lui collait à la peau, vif et pur, et le rythme de ses pas résonnait sur le trottoir vide. Sa jambe gauche, marquée par l'explosion d'un engin explosif improvisé des années auparavant à Falloujah, était guérie depuis longtemps, mais le souvenir lui faisait encore mal. Il boitait légèrement d'un mouvement régulier et mesuré dont il ne se plaignait jamais. Ni à ses voisins, ni à son médecin, ni même à lui-même. Après sa course, il rentra chez lui prendre une tasse de café noir serré, sans sucre ni crème, et 1 heure tranquille passée à feuilleter des rapports de sécurité nationale et des revues de défense. Bien que retraité de l'armée, il n'avait jamais vraiment quitté le monde du renseignement et du danger. Son esprit restait alerte, son instinct aiguisé. En vérité, Jeremiah n'avait pas quitté l'armée. Il avait simplement changé d'uniforme. Peu de gens savaient qu'il travaillait désormais au plus profond de la CIA, son nom enfoui sous des couches d'habilitation classifiées. Officiellement, il était répertorié comme consultant. Officieusement, il était un stratège affecté à la surveillance des menaces intérieures, plus précisément de la corruption liée aux forces de l'ordre et à l'influence politique. Son travail consistait à observer, à recueillir, à relier les points que les autres ne pouvaient pas voir. Même sa famille croyait qu'il avait quitté cette vie, et il les laissait y croire. Parfois, le moyen le plus sûr de protéger les gens qu'on aime est de les laisser sous-estimer ce qu'on sait. L'après-midi, Jeremiah était bénévole au lycée Lincoln, juste de l'autre côté de la frontière du comté. Là, il encadrait des cadets noirs du programme Junior ROTC, leur offrant conseils, encouragement discret et le genre d'espoir structuré que les jeunes hommes portaient comme une armure. Il ne parlait jamais de ses médailles, ni de ses missions. Il parlait en cours. La patience sous la pression. La vérité avant la commodité. Quand se battre, quand attendre. Les cadets écoutaient, non pas parce qu'il élevait la voix, mais parce qu'ils sentaient le poids du silence entre ses paroles. Ses voisins le surnommaient le soldat silencieux. Il était poli, respectueux, mais réservé. Il saluait, hochait la tête, déneigeait le trottoir commun quand il neigeait. Mais il ne s'attardait jamais à bavarder. Il y avait dans ses yeux des histoires que la plupart des gens n'avaient pas le courage de raconter. Et puis, un matin, quelqu'un frappa à sa porte, changea tout. C'était un mardi, un ciel dégagé, une brise fraîche, le genre de journée qui vous laisse croire que tout va bien. Jeremiah revenait de sa course, lorsqu'il remarqua du grabuge au bout du pâté de maison. Une voiture de police était garée de travers sur le trottoir, gyrophares allumés, mais sirènes silencieuses. Debout sur son porche, un café à la main, il regardait 2 policiers affronter Malik Ward, un garçon de 17 ans qui habitait en face avec sa mère. Jeremiah connaissait Malik depuis son enfance. Vif, curieux, toujours à pied à l'école avec des écouteurs et la tête haute. Il venait d'être admis dans un programme de pré-ingénierie et devait obtenir son diplôme plus tôt que prévu. Malik resta immobile, les mains visibles, la confusion se lisant sur le visage. Il ne résistait pas. Il posait des questions. Jeremiah n'entendait pas chaque mot, mais le ton était clair. Malik était effrayé, pas agressif. Un policier cria quelque chose, et avant que Jeremiah puisse réagir, l'autre frappa le garçon dans les côtes avec sa matraque. Malik s'effondra au sol, toussant,
sans toujours se défendre. L'instinct de Jeremiah s'enflamma. Il descendit de son porche en criant qu'il avait tout vu, que rien ne justifiait le recours à la force. Un policier se retourna, les yeux plissés en voyant qui parlait. Jeremiah le reconnut, l'agent Trent Roscoe. Son visage était familier grâce aux informations locales, salué pour son excellence tactique, lors d'une manifestation l'année dernière. Jeremiah avait lu le rapport. Les éloges reposaient sur le silence, et non sur les faits. Les policiers affirmaient que Malik avait résisté. Jeremiah savait pertinemment qu'il n'y avait pas de conflit. Il avait vu suffisamment de conflits pour distinguer résistance et confusion. Il déposa plainte cet après-midi-là, d'abord auprès des affaires internes, puis à nouveau auprès de la mairie. Il joignit une déclaration, des horodatage et même un croquis sommaire des lieux. Les jours passèrent, puis une semaine. Aucune réponse. Un profond malaise s'installa dans sa poitrine, non pas de la peur, mais la froide et lancinante prise de conscience que quelque chose était délibérément ignoré. Le 10e jour, les représailles arrivèrent. Jeremiah ouvrit sa boîte aux lettres et trouva une enveloppe officielle portant le sceau du Commonwealth. À l'intérieur, une convocation au tribunal, les chefs d'accusation, obstruction à la justice, incitation à la violence, menace contre un agent des forces de l'ordre. Il la relut 2 fois, une fois lentement, puis une autre par simple vérification. D'après le document, Jeremiah avait interféré dans une arrestation en cours et proféré des menaces verbales indiquant une possible divulgation d'opérations classifiées. C'était absurde. Pourtant, il comprenait parfaitement ce qui se passait. Il ne se contentait pas d'envoyer un message. Il montait un dossier, papier après papier, espérant le salir avant même que quiconque ne pose de questions. Le genre de tactique qu'il avait repéré dans les pays du tiers-monde lors des transitions de régime. Maintenant, il l'avait dans sa boîte aux lettres. Il contacta son responsable à la CIA, mais l'agence n'agissait pas rapidement en matière de politique intérieure. À moins que la menace ne soit liée à la sécurité nationale, il garderait le silence pour l'instant. Jeremiah savait que cela signifiait qu'il était seul, du moins jusqu'à ce que quelque chose de plus grave les y force. Le coup de grâce survint lorsqu'il vit le nom du juge chargé de l'affaire. Le juge Ronald Madsen. Jeremiah mit un moment à identifier le nom, mais une fois qu'il y parvint, le souvenir lui revint comme un nuage d'orage. Des années auparavant, avant même de rejoindre la CIA, Jeremiah avait témoigné de manière classifiée lors d'une audience d'une sous-commission sénatoriale. Il s'agissait d'une opération secrète qui avait mal tourné, de mauvais renseignements, des vies innocentes perdues et une opération de dissimulation ultérieure. Jeremiah avait témoigné contre un entrepreneur de la défense et plusieurs personnalités haut placées, dont un homme dont le frère siégeait à la Cour fédérale. Cet homme s'appelait Ronald Madsen. Leurs regards s'étaient croisés une fois, dans un couloir, juste après le témoignage. Madsen avait hoché la tête poliment, mais son sourire était glacial, une promesse discrète que le silence aurait été plus sûr. Jeremiah se souvenait de ce regard. Et maintenant, c'était Madsen qui tiendrait le marteau. Il resta assis en silence ce soir-là, l'assignation à comparaître posée sur la table, à côté de son dîner intact. La rue s'assombrit. Les lumières du porche s'allumèrent. Quelque part, un chien aboya. Les enfants rirent. La vie reprit son cours. Mais Jeremiah savait que la sienne ne changerait pas. Plus pour longtemps. Car il ne s'agissait plus seulement de Malik. Il s'agissait de pouvoir, de silence, de la guerre invisible menée au vu et au su de tous, et du prix à payer pour rompre les rangs. La salle d'audience bourdonnait de murmures, une vague de murmures parcourant la galerie bondée. Les gens se penchaient en avant, les yeux naviguant entre l'homme debout à la table de la défense et le lourd banc de bois qui se dressait devant eux. Ce n'était pas une affaire comme les autres. Tout le monde le sentait. L'air était plus serré. Même les murs semblaient penchés. Jeremiah Cross se tenait droit dans son costume bleu marine, le dos droit, l'expression indéchiffrable.
Ses médailles étaient rangées dans un tiroir chez lui, loin du chaos de cette salle d'audience, mais le poids de son service pesait sur sa posture. Il avait comparu devant des généraux, des présidents et des chefs des services de renseignement étrangers. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu. C'était son nom, sa vérité. L'image d'un perturbateur, d'un fauteur de troubles, flottait désormais dans l'esprit d'inconnu qui ignorait ce qu'il avait vu. À ses côtés se tenait Noah Reeve, un avocat spécialisé dans les droits civiques d'à peine 30 ans. Il dégageait l'énergie d'un homme à la fois impatient et accablé. Son costume était propre, mais légèrement froissé, ses notes soigneusement empilées, même s'il les remaniait sans cesse d'un geste nerveux. Il croyait à l'innocence de Jérémie. Il y croyait avec une flamme qui brûlait derrière ses yeux fatigués. Mais la foi ne permettait pas toujours de gagner les procès. Surtout pas dans cette salle d'audience, surtout pas avec ce juge. L'avocat adverse était mené par la procureure Caroline Braddock, une femme dont l'apparence soignée et le calme soigneusement étudié lui avaient valu l'admiration des autorités. Elle était connue pour sa précision et son efficacité froide, une procureure qui traitait les affaires comme des parties d'échecs. Sa voix, lorsqu'elle salua le tribunal, était douce et froide, mais sous cette élégance se cachait une pointe d'ironie. Son regard s'attarda trop longtemps sur Jeremiah, non pas curieux, mais calculateur. Son objectif était de discréditer le témoin, de noyer le doute sur les faits et de protéger le système à tout prix. Puis les portes s'ouvrirent et le silence tomba comme un rideau baissé. Le juge Ronald Madsen entra d'un pas lent et lourd, l'écho de ses chaussures mordant le sol. Son visage exprimait la tension d'un homme déjà en colère, déjà décidé. Son regard se fixa sur Jeremiah avant même qu'il n'atteigne le banc. Ce n'était pas le regard d'un arbitre neutre, c'était un avertissement. Jeremiah le voyait dans les commissures serrées du juge, ses yeux plissés qui refusaient de cligner. La galerie retint son souffle tandis que Madsen s'installait à sa place. « Faisons vite, marmonna-t-il comme si l'issue était déjà écrite. Nous savons tous de quoi il s'agit. » Il ne demanda pas de déclaration liminaire. Il ne demanda pas le dossier de l'accusation. Au lieu de cela, il se pencha en avant, les deux mains agrippées au bord du banc, et se concentra entièrement sur Jeremiah. « Vous pensez que porter un uniforme vous rend intouchable ?» La voix du juge montait à chaque mot, les veines de sa nuque se raidissant. « On ne peut pas entrer dans ma salle d'audience en manquant de respect aux forces de l'ordre. Pas dans cette ville. » Noah, alarmé mais calme, se leva pour répondre. Il tenta de soulever une préoccupation, de rappeler au juge les règles de procédure, mais avant qu'il ait pu terminer, Madsen frappa le banc du poing. « Asseyez-vous » aboya-t-il. « Cet homme se croit au-dessus des lois. Il veut dépeindre nos agents comme des monstres, semer le chaos dans la communauté. Je ne le permettrai pas. » Jeremiah ne sia pas. Il ne détourna pas le regard. On lui avait déjà crié dessus. Il avait été menacé dans des zones de guerre, interrogé en langues étrangères, suivi dans des villes où son nom n'existait pas. Mais là, c'était différent. C'était chez lui. Et ici, l'ennemi ne portait pas le drapeau d'un autre pays. Il portait une robe et était assis derrière un marteau. La salle était à nouveau silencieuse. Non pas par respect, mais sous le choc. Même la sténographe semblait hésiter, les doigts figés sur les touches. Les agents de sécurité près de la porte échangèrent des regards. Quelques spectateurs sortirent leur téléphone, n'osant pas les lever, mais prêts à enregistrer au cas où. Plus tard dans la soirée, la vidéo fit surface en ligne. Au moment où la voix du juge s'éleva, ces mots chargés de mépris, la vidéo se répandit comme une traînée de poudre. Les présentateurs de journaux télévisés se bousculèrent, les blogs publièrent des captures d'écran, les commentaires explosèrent. Un juge raciste crie après un général noir au tribunal, ignorant qu'il est désormais de la CIA. Le titre fit l'effet d'un coup de tonnerre. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Jeremiah Cross étudièrent son visage. Des vétérans republièrent la vidéo. Des groupes de défense des droits civiques tinrent des réunions d'urgence. Le lendemain matin, une petite foule apparut devant le palais de justice, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire
L'honneur n'expire pas. Et justice pour Malik, justice pour Cross. Mais à l'intérieur du palais de justice, rien de tout cela n'avait d'importance. Les charges ne furent pas abandonnées. En fait, le tribunal creusa encore plus. L'accusation déposa des documents supplémentaires, vagues mais accablants. Une nouvelle accusation fit surface. Jeremiah avait accédé à des documents classifiés sans autorisation. L'implication était dangereuse. Non seulement il avait interféré dans une enquête policière, mais il l'avait fait en utilisant des connaissances qu'il n'aurait pas dû avoir. L'accusation était sans fondement. Jeremiah le savait, Noah le savait. Mais la prouver fausse devant le juge Madsen équivaudrait à expliquer le soleil à quelqu'un qui refuse d'ouvrir les yeux. En coulisses, la pression commença à monter. La vidéo avait touché bien plus que le public. La directrice de la CIA, Eva Rourke, observait la scène depuis son bureau de Langley, le visage impénétrable, le silence prolongé. Elle savait dans quoi Jeremiah était impliqué. Elle avait lu son rapport scellé, remis 2 semaines avant le début du procès, détaillant ses conclusions sur une unité rebelle au sein de la police locale. La même unité qui avait battu Malik. La même unité dont on disait qu'elle était impliquée dans des opérations de surveillance illégale, des sites noirs clandestins et des transactions secrètes. Jeremiah n'avait pas prévu de révéler quoi que ce soit publiquement. Sa mission était restée discrète, rassembler des informations, relier les points, signaler les faits. Mais le tribunal en avait fait une affaire personnelle. Le juge Madsen, dans sa tentative de l'humilier, avait dévoilé une opération scellée. Et une fois qu'une information est divulguée publiquement, elle se propage rapidement. La pression montait de la part des journalistes, exigeant de savoir pourquoi un général décoré de l'armée était traité comme une menace. Les législateurs recevaient des appels. D'anciens officiers militaires faisaient des déclarations. Une pétition demandant une enquête sur la conduite du tribunal recueillait des milliers de signatures en 24 heures. Pourtant, dans la salle d'audience, les murs étaient restés fermes. Braddock se tenait à la table de l'accusation avec le même calme, la même attitude glaciale. Elle refusait de dialoguer avec les médias, rejetait les allégations de partialité et insistait sur le fait que la justice devait suivre son cours, sans ingérence publique. Noah travailla tard dans la nuit, déposant des requêtes en récusation du juge, exigeant la transparence sur les nouvelles accusations et le droit de présenter des preuves scellées qui laveraient Jeremiah. Chaque requête fut rejetée. La stratégie du tribunal devenait claire. Enfouir l'affaire sous la paperasse, la noyer dans la procédure et détourner l'attention du public. Mais Jeremiah ne bougeait pas. Il revenait au tribunal chaque matin avec la même force tranquille, sans jamais élever la voix, sans jamais reculer. Il observait Madsen d'un œil non accusateur, mais documentant. Chaque éclat de voix, chaque décision retardée, chaque refus d'admettre des preuves cruciales était noté, catalogué. Et dehors, la foule devenait plus bruyante. Ce que le juge Madsen n'avait pas réalisé, c'est qu'en essayant de faire taire un homme, il avait amplifié une tempête. Les caméras du tribunal avaient capté plus qu'un instant de colère. Elles avaient exposé le système qui se cachait derrière. Et maintenant, ce système était remis en question par des personnes qui l'avaient longtemps ignoré. Mais rien de tout cela n'a arrêté le procès. Au lieu de cela, la situation s'est aggravée. Le tribunal a programmé de nouvelles audiences. L'accusation a fait allusion à d'autres témoins, des policiers qui affirmaient que Jeremiah avait menacé de les faire tomber. Le juge a mis en garde la défense contre toute perte de temps pour le tribunal. Et derrière tout cela, une question tacite se posait sur chaque mot. Combien de temps encore pourrait-on taire la vérité? Jeremiah était assis sur sa chaise, le regard fixe, connaissant la réponse. Plus pour longtemps, plus maintenant. Le procès a repris sous un ciel gris matinal, de ceux qui semblaient peser lourdement sur la ville, comme si la nature elle-même comprenait le poids de ce qui se déroulait à l'intérieur du palais de justice. Les rues, devant le bâtiment, étaient bordées de gens, certains brandissant des pancartes, d'autres se tenant debout en silence.
Les mots, écrits sur du carton, tranchaient le froid. Il s'est battu pour nous. Maintenant, nous nous battons pour lui. Des vétérans à la retraite se tenaient côte à côte, vêtus d'uniformes usés et de médailles qui n'avaient pas vu le soleil depuis des années. Des étudiants, des militants, et même des spectateurs discrets, attirés par la nouvelle qui se répandait, s'étaient rassemblés, leurs visages empreints d'une expression mi-indignation, mi-espoir. Le soldat silencieux était devenu un symbole. À l'intérieur du palais de justice, la sécurité avait été redoublée. Des agents en uniforme inspectaient les sacs et fouillaient les poches, leurs yeux guettant non seulement les menaces, mais aussi les regards qui pourraient les observer. Des journalistes étaient alignés dans les couloirs, leurs caméras capturant la moindre tension, chaque visage franchissant les portes de la salle d'audience. Ce n'était plus seulement une affaire, c'était une tempête, et au centre se tenait le général Jeremiah Cross. La salle d'audience elle-même vibrait d'une énergie nerveuse. Aux visages familiers se joignaient de nouveaux visages, des inconnus qui n'appartenaient pas au circuit judiciaire local. Ils étaient assis à des places réservées, la posture calme et l'expression déchiffrable. L'homme se démarquait. Il portait un costume gris sur mesure, des cheveux argentés baignés en arrière, les mains jointes devant lui, assis derrière la table de l'accusation. Sa présence n'était pas bruyante, elle avait un poids qui perturbait la salle. Le chef Gregory Yates, à la tête d'une cellule de renseignement privé, mandatée discrètement par plusieurs services fédéraux, observait les événements avec le détachement froid de quelqu'un habitué à nettoyer les dégâts avant qu'ils ne soient rendus publics. Mais cette fois, il ne nettoyait pas. Il écoutait. Ce que le tribunal ignorait encore, c'était ce que Jeremiah avait découvert avant son arrestation. 2 semaines plus tôt, une clé USB avait atterri dans sa boîte aux lettres sans aucune mention, à l'exception d'une note collée autour. Pour la vérité, pas pour le silence. K. Au début, Jeremiah avait cru qu'il s'agissait d'un indice concernant l'arrestation de Malik. Mais lorsqu'il avait branché la clé USB sur un terminal isolé de son bureau autorisé par la CIA, ce qui s'est déroulé était bien plus sinistre. Les fichiers vidéo étaient bruts, horodatés et non montés. L'un montrait 2 jeunes adolescents noirs extirpés d'une rue de la ville et forcés de monter dans une camionnette banalisée, leurs cris étouffés par la musique assourdissante d'une voiture à proximité. Un autre montrait un petit sous-sol bordé de lits de camp et de matériel de surveillance, l'endroit étant identifié comme une base militaire abandonnée depuis longtemps déclassée. Les fichiers comprenaient des ordres de surveillance scannés, vierges là où les signatures auraient dû être, et certains datés de plusieurs mois avant les événements qu'ils étaient censés autoriser. Mais c'est le registre qui a arrêté net Jeremiah. Des dizaines de virements de fonds, suivis par des sociétés fantômes et redirigés vers des comptes officieux, étaient en cours de traçage. L'un de ces comptes était directement lié au juge Ronald Madsen. Un autre indiquait un fonds discrétionnaire contrôlé par le bureau de la procureure Caroline Braddock. Jeremiah avait passé les 48 heures suivantes à vérifier les données, à recouper les dossiers de l'agence et à confirmer que ce qu'il détenait n'était pas seulement choquant, mais indéniable. De retour au tribunal, Noah Reeve se tenait là, impassible. Il avait examiné les dossiers sous la supervision de l'agence. Il savait ce que les preuves pouvaient apporter. À la reprise du procès, il tenta de déposer la clé USB comme pièce à conviction scellée. La salle d'audience se transforma. Des murmures s'élevèrent. Le juge Madsen, déjà agité, se leva à moitié de sa chaise avant même que Noah ait terminé. Ce tribunal n'acceptera pas de fichiers manipulés provenant de conspirations marginales. Sa voix résonna à travers les murs, le marteau s'abattant si violemment que les microphones du banc se mirent à trembler. Son visage était devenu rouge. La même fureur qui avait autrefois visé Jeremiah se tournait maintenant vers son avocat. Noah ne recula pas. Il resta debout, la voix ferme mais respectueuse. Il prit acte de l'inquiétude du juge et suggéra la suite. Si le tribunal remettait en question la validité des preuves, peut-être devrait-il entendre directement la source. Appelons la source des images à la barre.
Il y eut un silence, suivi d'un mouvement au fond de la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent lorsqu'un homme de grande taille franchit les lourdes portes. Il se déplaçait avec précision, ses pas mesurés, confiants. Son costume sombre était impeccable, sa posture militaire, propre, calme. Mais il y avait quelque chose d'incompréhensible dans son expression, une préparation calculée. K n'était pas celui qu'on attendait. Il prit place à la barre des témoins, sa carte d'identité en main. La galerie se pencha. Même Madsen plissa les yeux. Noah s'approcha et lui demanda de décliner son identité pour le procès-verbal. Agent spécial Kieran Wolf, division cyber de la CIA. Un bruit résonna dans la salle d'audience, pas tout à fait un halètement, mais quelque chose d'aussi fort dans le silence. Madsen se déplaça. Braddock se figea. Le chef Yates cligna des yeux, puis baissa les yeux. Kieran Wolf confirma ce que Jeremiah avait été contraint de taire. Jérémie n'avait pas agi seul. Il était en mission. En cours d'autorisation, pleinement autorisé, enquêtant sur des plaintes croissantes de violation des droits humains liées à des groupes de travail financés par des fonds privés et opérant sous couvert des forces de l'ordre local. Le passage à tabac de Malik Ward n'était pas seulement un excès de pouvoir de la police, c'était un signal d'alarme déclenché dans un système qui surveillait les schémas d'abus. Cet instant précis mena Jeremiah sur une piste qui dévoila une machine bien plus vaste de surveillance, de détention et de manipulation, ciblant notamment les jeunes hommes de couleur. C'était plus qu'un comportement véreux, c'était organisé. Le juge Madsen tenta d'interrompre, invoquant sa compétence, demandant si la CIA avait outrepassé ses pouvoirs. Mais la défense n'en avait pas terminé. Une enveloppe scellée fut remise à l'huissier, puis transmise au tribunal. À l'intérieur se trouvait une déclaration officielle, signée et portant le sceau de la CIA. Elle émanait directement de la directrice Eva Rourke. La lettre confirmait le rôle actif de Jeremiah Cross, décrivait les paramètres de la mission et vérifiait l'authenticité des preuves recueillies. Ce que le tribunal ignorait encore, c'était ce que Jeremiah avait découvert avant son arrestation. 2 semaines plus tôt, une clé USB avait atterri dans sa boîte aux lettres sans aucune mention, à l'exception d'une note collée autour. Pour la vérité, pas pour le silence. K. Au début, Jeremiah avait cru qu'il s'agissait d'un indice concernant l'arrestation de Malik. Mais lorsqu'il avait branché la clé USB sur un terminal isolé de son bureau autorisé par la CIA, ce qui s'est déroulé était bien plus sinistre. Les fichiers vidéo étaient bruts, horodatés et non montés. L'un montrait 2 jeunes adolescents noirs extirpés d'une rue de la ville et forcés de monter dans une camionnette banalisée, leurs cris étouffés par la musique assourdissante d'une voiture à proximité. Un autre montrait un petit sous-sol bordé de lits de camp et de matériel de surveillance, l'endroit étant identifié comme une base militaire abandonnée depuis longtemps déclassée. Les fichiers comprenaient des ordres de surveillance scannés, vierges là où les signatures auraient dû être, et certains datés de plusieurs mois avant les événements qu'ils étaient censés autoriser. Mais c'est le registre qui a arrêté net Jeremiah. Des dizaines de virements de fonds, suivis par des sociétés fantômes et redirigés vers des comptes officieux, étaient en cours de traçage. L'un de ces comptes était directement lié au juge Ronald Madsen. Un autre indiquait un fonds discrétionnaire contrôlé par le bureau de la procureure Caroline Braddock. Jeremiah avait passé les 48 heures suivantes à vérifier les données, à recouper les dossiers de l'agence et à confirmer que ce qu'il détenait n'était pas seulement choquant, mais indéniable. De retour au tribunal, Noah Reeve se tenait là, impassible. Il avait examiné les dossiers sous la supervision de l'agence. Il savait ce que les preuves pouvaient apporter. À la reprise du procès, il tenta de déposer la clé USB comme pièce à conviction scellée. La salle d'audience se transforma. Des murmures s'élevèrent. Le juge Madsen, déjà agité, se leva à moitié de sa chaise avant même que Noah ait terminé. Ce tribunal n'acceptera pas de fichiers manipulés provenant de conspirations marginales. Sa voix résonna à travers les murs, le marteau s'abattant si violemment que les microphones du banc se mirent à trembler. Son visage était devenu rouge,
La même fureur qui avait autrefois visé Jeremiah se tournait maintenant vers son avocat. Noah ne recula pas. Il resta debout, la voix ferme mais respectueuse. Il prit acte de l'inquiétude du juge et suggéra la suite. Si le tribunal remettait en question la validité des preuves, peut-être devrait-il entendre directement la source. Appelons la source des images à la barre. Il y eut un silence, suivi d'un mouvement au fond de la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent lorsqu'un homme de grande taille franchit les lourdes portes. Il se déplaçait avec précision, ses pas mesurés, confiants. Son costume sombre était impeccable, sa posture militaire, propre, calme. Mais il y avait quelque chose d'incompréhensible dans son expression, une préparation calculée. K n'était pas celui qu'on attendait. Il prit place à la barre des témoins, sa carte d'identité en main. La galerie se pencha. Même Madsen plissa les yeux. Noah s'approcha et lui demanda de décliner son identité pour le procès-verbal. Agent spécial Kieran Wolf, division cyber de la CIA. Un bruit résonna dans la salle d'audience, pas tout à fait un halètement, mais quelque chose d'aussi fort dans le silence. Madsen se déplaça. Braddock se figea. Le chef Yates cligna des yeux, puis baissa les yeux. Kieran Wolf confirma ce que Jeremiah avait été contraint de taire. Jérémie n'avait pas agi seul. Il était en mission. En cours d'autorisation, pleinement autorisé, enquêtant sur des plaintes croissantes de violation des droits humains liées à des groupes de travail financés par des fonds privés et opérant sous couvert des forces de l'ordre local. Le passage à tabac de Malik Ward n'était pas seulement un excès de pouvoir de la police, c'était un signal. Un signal d'alarme déclenché dans un système qui surveillait les schémas d'abus. Cet instant précis mena Jeremiah sur une piste qui dévoila une machine bien plus vaste de surveillance, de détention et de manipulation, ciblant notamment les jeunes hommes de couleur. C'était plus qu'un comportement véreux, c'était organisé. Le juge Madsen tenta d'interrompre, invoquant sa compétence, demandant si la CIA avait outrepassé ses pouvoirs. Mais la défense n'en avait pas terminé. Une enveloppe scellée fut remise à l'huissier, puis transmise au tribunal. À l'intérieur se trouvait une déclaration officielle, signée et portant le sceau de la CIA. Elle émanait directement de la directrice Eva Rourke. La lettre confirmait le rôle actif de Jeremiah Cross, décrivait les paramètres de la mission et vérifiait l'authenticité des preuves recueillies. L'expression du juge vacilla. Ses mains agrippèrent le papier, mais ses doigts tremblaient légèrement. Caroline Braddock se leva et tenta de protester, invoquant une divulgation inappropriée, des atteintes à la sécurité nationale. Mais sa voix manquait de force, comme celle de quelqu'un qui lit un texte devenu obsolète. Le juge Madsen prit une longue inspiration, puis s'interrompit. Il demanda un délai pour examiner le dossier, pour l'interroger, pour vérifier la chaîne de possession. Mais personne n'écoutait, car les portes du fond s'ouvrirent à nouveau, cette fois suivies d'un bruit de pas, mesuré, officiel. Un agent fédéral entra, flanqué de 2 autres agents. Il tenait un document plié, scellé. Il s'avança et le tendit directement au juge. La salle d'audience resta immobile lorsque le juge Madsen ouvrit la lettre. Ses yeux parcoururent les mots, mais sa mâchoire commençait déjà à se serrer. « Ce tribunal est désormais sous contrôle fédéral », annonça l'agent d'une voix claire et définitive. « Juge Madsen, veuillez vous retirer. » Pendant un long moment, Madsen resta immobile. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Son visage se vida de ses couleurs, la fureur étant remplacée par autre chose, la dénonciation. Il fut escorté hors de la salle d'audience, le visage rouge et silencieux, sa robe toujours drapée sur ses épaules comme un costume inadapté à la pièce. La galerie n'applaudit pas au début. Mais quelque chose se dissipa. Comme si une soupape de sécurité s'était ouverte. Les murmures se transformèrent en cris d'incrédulité. Puis la tension se rompit. La salle d'audience explosa, non pas dans le chaos, mais dans le soulagement. Ce n'était pas encore la justice, mais c'était le mouvement. C'était la vérité qui parvenait enfin au micro. Jeremiah resta assis, immobile, les mains jointes devant lui, regardant l'homme qui avait tenté de le réduire au silence disparaître derrière les portes qui se refermaient. Pour la première fois depuis des jours,
sa respiration ralentit. Dehors, la foule grossit. À l'intérieur, le véritable procès ne faisait que commencer. Les portes du tribunal s'ouvrirent dans un silence nouveau le lendemain matin. Non pas le lourd silence de l'effroi, mais celui d'une anticipation prudente. La foule à l'extérieur s'était agrandie, mieux organisée. Une rangée d'anciens combattants se tenait épaule contre épaule, saluant un cortège de voitures garées le long du trottoir. Des jeunes hommes et femmes du ROTC du lycée Lincoln se tenaient derrière les grilles, brandissant des banderoles sur lesquelles était simplement écrit « La vérité subsistera ». Le vent était violent. Le drapeau au-dessus du bâtiment claquait en rythme. À l'intérieur, la salle d'audience ne vibrait plus de peur, mais d'attente. Des journalistes étaient alignés le long du mur du fond, carnets prêts, caméras positionnées. La table de l'accusation était plus clairsemée. Braddock avait disparu. Seul un assistant intérimaire restait, pâle et hésitant. La table de la défense, en revanche, était stable. Noah Reeve ajusta sa cravate et jeta un coup d'œil à son client. Jeremiah Cross se tenait à ses côtés, calme et posé. Il n'était pas habillé différemment, n'avait pas changé de ton ni de posture, mais quelque chose en lui semblait transformé, comme si la dernière pièce d'un puzzle longtemps caché s'était mise en place. Puis elle entra, la juge Laetitia Monroe. Sa robe s'agitait avec fluidité tandis qu'elle prenait place derrière le banc. Elle avait le calme d'une femme qui ne se pressait pas, qui pesait chaque mot. Sa réputation l'avait précédée. Une fonctionnaire fédérale, habituée à lutter contre la corruption et à laisser parler la vérité, même lorsqu'elle faisait trembler les murs. Elle scruta la salle d'audience, son regard s'attardant sur chaque recoin avant de se pencher sur le dossier qui se trouvait devant elle. Sa première ordonnance fut brève, mais décisive. Toutes les restrictions imposées par le juge Madsen étaient levées. Les preuves, autrefois scellées, seraient désormais rendues publiques. Les témoins jusque-là exclus étaient admis. L'affaire reprendrait, non pas comme un procès pénal contre Jeremiah Cross, mais comme une enquête sur les circonstances du dépôt de telles accusations. La salle d'audience n'eut pas d'éclat. Il n'y eut pas d'applaudissements, seul le son de la vérité reprenant son cours. Jérémie fut appelé à la barre. Il avança lentement, non pas par blessure, mais intentionnellement. Chaque pas était réfléchi. Il posa la main sur la Bible, prêta serment et s'assit. Le microphone capta sa respiration pendant un bref instant, régulière, régulière. Il commença non pas par une accusation, mais par des souvenirs. Il parle de ses années de service, des déserts qui se craquaient sous ses bottes, des jungles épaisses d'ombre, des zones de guerre où la différence entre la vie et la mort se résumait à l'instinct et au caractère. Il ne s'attarda pas sur les médailles ou les missions. Il décrivit. Les journalistes se sont précipités, les micros braqués, une douzaine de questions à la fois. Avait-il le sentiment que justice avait été rendue? Était-il en colère? Se présenterait-il aux élections? Jeremiah ne répondit pas tout de suite. Il regarda au-delà d'eux, le drapeau flottant dans le ciel, Malik marchant librement aux côtés de sa mère, Noah se tenant silencieusement à l'ombre des piliers du palais de justice. Le poids dans sa poitrine n'avait pas disparu. Mais c'était différent maintenant. C'était comme le début de quelque chose, pas la fin. La justice, dit-il doucement, n'est pas un lieu. C'est un combat. Et je n'ai pas fini de me battre. Puis, il se retourna et s'avança, non pas comme un homme cherchant à laver son nom, mais comme quelqu'un prêt à protéger les autres avant que le leur ne soit aussi pris.